Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez Jean-Dominique Michel qui vient nous voir pour son livre « La fabrication du désastre ». C'est aux éditions Résurgence. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour. Alors je voudrais d'abord dire que Jean-Dominique Michel, quand même, il a plusieurs caractéristiques. Il est anthropologue, il est essayiste, mais c'est surtout un staccanoviste. Car je l'ai reçu il y a exactement 5 mois pour l'autopsie du désastre aux mêmes éditions Résurgence. Et voilà que 5 mois plus tard, il publie un pavé, mais un pavé, attention, un pavé passionnant, La fabrication du désastre, les années Covid-19, qui, pourquoi, comment. Et effectivement, ça fait, attention, grand format, plus de 350 pages. Et au fond, Jean-Dominique Michel, c'est vrai que vous êtes attelé à ça, et puis je ne parle pas de vos publications nombreuses et variées, sur YouTube, sur votre plateforme, etc. Mais je voulais savoir, au fond, vous avez commencé à vous intéresser à cela avant même janvier 2020, ou c'est ça qui a provoqué votre intérêt ? Non, alors effectivement, cela faisait déjà une dizaine d'années que je m'intéressais à la corruption systémique dans le domaine de la santé, qui est cette espèce de serpent de mer, parce que tout le monde sait que ça existe, que c'est énorme, que ça influence la configuration de l'entier du système. Tout le monde le reconnaît, sauf quand il y a une crise qui permet aux pharma de faire un maximum de pognon, et là tout le monde l'oublie, et ceux qui se permettent de le rappeler se font traiter de complotistes. Et j'avais toute cette matière documentaire à disposition en me disant, mais qu'est-ce que j'en fais ? C'est quand même hyper sérieux, ça a des implications énormes, c'est important que la population soit au courant, mais je vais pas écrire un livre pour dénoncer la corruption. Et en fait, quand le Covid est arrivé, j'ai eu à la fois les outils pour comprendre que ce qu'on nous disait était faux, que la gestion était à l'envers du bon sens, mais aussi à comprendre ce qui organisait de manière souterraine, ce qui nous était proposé comme étant raisonnable, alors que ça ne l'était pas du tout. Et donc, c'est vrai que j'ai eu de nombreuses préparations qui, au fond, m'ont aguerri pour pouvoir assez vite comprendre de quoi il s'agissait. Parce que vous vous en occupiez déjà depuis quelques années, etc. Alors, on va essayer un peu de décrypter. On va pas... il nous faudrait 6 heures pour tout décrypter. Mais enfin, quand même, on a un peu de temps. Pour dire au fond, parce que ce que vous racontez dans votre livre, et c'est passionnant, comme le premier d'ailleurs, après, effectivement, vous aurez toujours des gens qui diront, Jean-Dominique Michel raconte n'importe quoi, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, et je dis ça aux auditeurs, je dis ça à tout le monde, mais écoutez et faites-vous une opinion. Il y a des faits, il y a des preuves, il y a des informations. Après, regardez. Et justement, parlons de cela. Cette histoire, quand je me rappelle, je prends effet des images comme ça. Je me rappelle très bien de janvier 2020, etc. Ça fait déjà 4 ans et demi, ouais. Et on nous disait pangolin chauve-souris. On va pas rappeler tout ce qu'on nous disait au départ. Wuhan, la Chine. Si vous parlez d'un laboratoire comme le Professeur Montagnier, vous étiez effectivement non pas complotiste, mais véritablement factieux. Alors au fond, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qu'on peut raconter, Jean-Dominique Michel ? Merci André Berkoff, c'est justement tout l'objet de ce livre. Dans le précédent Autopsie d'un désastre, je faisais le bilan complet de la crise sanitaire, avec les questions d'usage. Quelle était la gravité du problème ? Est-ce qu'on l'a bien géré ? Est-ce qu'on a réduit les dommages ou est-ce qu'on les a accentués ? Pour terminer avec la corruption systémique, je rappelle, c'est quand même assez truculent, que la Commission européenne en 2014 publie un rapport disant il y a une corruption énorme dans le domaine de la santé et c'est un problème massif, il faut qu'on s'en occupe. Oui, il y a eu une dénonciation par la Commission européenne de la corruption. Et 6 ans après, Madame Ursula von der Leyen, qui est devant la justice belge actuellement, on en a parlé, oui. À juste titre, a juste fait usage de tous les ressorts de la corruption. Donc, le premier, c'était le bilan. Et puis, une fois que ce bilan atteste du fait qu'on a fait tout faux, parce que février 2020, au moment où la situation est déclarée en Chine, il faut savoir que les autorités de santé sont au courant du fait que c'est une épidémie pas très grave par rapport à ce dont on a l'habitude. Ils le savent vraiment. Ils le savent vraiment, de manière indiscutable. Et d'ailleurs, Arnaud Fontanet, épidémiologiste au conseil scientifique mis sur pied par Macron, publie un article dans Le Monde disant « Le Covid fait très peur, mais il tue moins que la grippe ». Février 2020. Et puis Anthony Fauci, c'est en train d'être révélé ces jours, reçoit des documents de Chine montrant que l'hydroxychloroquine est efficace. Vous vous rendez compte ?
Et à partir de là, au lieu de tenir compte de cette réalité, on a eu un emballement avec vraiment une narration délirante qui nous a été proposée, et les fameuses premières images dont on se souvient tous, les gens qui tombent morts sur place dans la rue en Chine, l'hôpital qu'on construit en 10 jours. Cet hôpital était un lotissement immobilier résidentiel à 1000 km de Wuhan. Je donne toutes les preuves. Alors je suis d'accord, moi je suis ravi qu'on me conteste, mais il faut qu'on me dise sur quoi. J'ai mis plus de 1000 références là-dedans, et au fond, ce deuxième livre, c'est puisqu'on sait maintenant que tout a été fait déjà de manière fausse pour faire paniquer la population intentionnellement, pour qu'elle se soumette à des choses qui n'auraient même jamais dû être imposées, quelle est l'hypothèse qui peut expliquer cela? On a tous longtemps eu envie de se rassurer en disant ils sont juste tellement bêtes que voilà, ils ont raté l'histoire, et puis une fois qu'ils sont partis dans le mensonge, ils se sont enfermés dedans. Mais évidemment que c'est une hypothèse qui à un certain moment devient un peu courte, donc j'en envisage deux autres. Oui. La première, c'est que c'est un racket monstrueux des finances publiques comme l'industrie pharmaceutique fait le faire, et évidemment que ça fait partie du motif. On n'a qu'à se tourner vers Madame von der Leyen et les contrats caviardés, l'opacité, les SMS, l'opacité, etc. Oui. Et puis la troisième hypothèse, parce que quand même ça a été dit par des personnes qui aujourd'hui ont le pouvoir réel, c'est que c'était une magnifique opportunité pour aller vers une société de contrôle planétaire, et notamment parce que c'est ça l'obsession des élites mondialisées, et de nouveau elles le disent, donc je cite tous les propos qu'ils ont tenus explicitement à ce sujet. Ils considèrent qu'au fond, les populations ne sont pas suffisamment intelligentes et matures pour prendre en charge leur propre destin, et que s'il y a un petit pool de gens très intelligents, ayant beaucoup de pouvoir, ayant bien compris comment sont les choses, de la finance, de l'économie, de la politique, qui se réunissent pour se substituer à la décision des peuples, l'humanité en sera beaucoup mieux. Et donc, comme Yuval Harari, un des conseillers de Klaus Schwab, a dit, bah c'est bien, ça a montré que les gens étaient prêts à se soumettre à des restrictions massives de leur liberté, donc c'est un jalon dans la direction dans laquelle on veut aller. En gros, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Il y a 20% de la population qui va nous aider à produire. Les autres ne servent à rien. Mais comme nous ne sommes pas des hitlériens ou des nazis ou des Pol Pot, nous allons les laisser vivre à condition qu'ils se soumettent à quelque chose. Et comment être mieux soumis que face à la peur de mourir? Voilà. Et alors justement, c'est très intéressant parce que, vous le savez en ce moment, juste un mot, Jean-Dominique Michel, en ce moment, il y a énormément de responsables, dont Anthony Fauci, dont vous parlez, monsieur santé américain depuis 10 ou 15 ans, qui est interrogé par les représentants de la Chambre des représentants américaine, hein, l'équivalent de notre Chambre des députés, à peu près. Et le docteur McCormick, qui est un médecin, interroge Fauci. On va entendre quelques minutes en anglais. Avec Xavier Azelbert a traduit. On va en parler. You think can be done about it? I have to say that I don't see a big solution other than some sort of mandatory vaccination. I know federal officials don't like to use that term. Once people feel empowered and protected legally, you are going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit. And they get vaccinated. Voilà, c'était les paroles d'Anthony Fauci, interrogé par le docteur McCormick. Je traduis, et je remercie Xavier Azelbert pour sa traduction. Vous pensez que je dois dire, dit Fauci, que je ne vois pas de grande solution autre que la vaccination obligatoire. Je sais que les fonctionnaires fédéraux n'aiment pas utiliser ce terme, mais vous comprenez, il faut comprendre, dit toujours Fauci. Une fois que les gens se sentiront habilités et protégés légalement, les écoles, les universités, les établissements d'enseignement supérieur diront « Tu veux venir dans cet établissement, mon pote ? Eh ben, tu vas te faire vacciner. Madame, vous allez vous faire vacciner. » Les grandes entreprises comme Amazon, Facebook et toutes les autres vont dire « Vous voulez travailler pour nous ? Eh ben, c'est très simple, vous vous faites vacciner. » Et il a été prouvé, ajoute toujours Fauci, que lorsque vous rendez la vie difficile aux gens, ils perdent leur connerie idéologique et se font vacciner. C'est un peu ça.
ce qui s'est passé, Jean-Dominique Michel? Absolument, mais ça n'est que du copier-coller des propos d'Emmanuel Macron disant qu'il avait très envie d'emmerder ceux qui ne se soumettaient pas à un diktat qui violait les droits fondamentaux, en l'occurrence la liberté de disposer de son propre corps. Mais ce qui est intéressant en comparant des situations dans des pays différents, et c'est effectivement tout le propos du livre, c'est qu'on voit que c'est une stratégie globalisée qui en fait a été préparé en amont depuis 25 ans. Je me permets de rappeler que les règles de base dans la gestion d'une épidémie, c'est on laisse les médecins soigner et on laisse la société vivre le plus normalement possible. C'est ce qu'a fait la Suède, ils ont les meilleurs résultats de toute l'Europe. Et donc on a substitué... Que les médecins traitants traitent. Oui, quoi. exactement. Ah, oui. Et on a substitué à cette réponse efficace et de bon sens quelque chose qui était totalement reconnu comme étant inefficace et destructeur dans tous les plans pandémie. Même le plan pandémie de l'OMS en 2019 dit il ne faut surtout pas verrouiller, il faut surtout pas masquer, il faut surtout pas fermer les commerces, les écoles et les restaurants. Et tout d'un coup, on vient nous dire c'est ça qu'il faut et vous n'avez pas le choix. Et donc, dans cette substitution d'une bonne science et de bonnes pratiques par des mesures complètement dictatoriales et aberrantes, j'ai cherché à faire l'archéologie de ce changement. Et qu'est-ce qu'il fait? Moi, je m'en suis rendu compte, c'est quand même pas compliqué. On est un certain nombre à l'avoir fait. Donc, pourquoi est-ce qu'après, on a eu tous ces batteries d'experts, alors véreux en réalité, et j'utilise ce terme à dessein, je peux le montrer, c'est-à-dire qu'ils sont commandités pour aller enfumer la population et lui faire croire quelque chose de faux. Mais on a eu une fabrication de quelque chose. Du consensus, de ce faux consensus. De ce faux consensus. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et puis, évidemment, 0826 300 300, vous aurez la parole, les amis de Sud Radio. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. Jean-Dominique Michel, la fabrication du désastre, avec une belle préface de Christian Perron, avec une belle postface de Michel Maffezoli et Hélène Stroll. Alors, ces années Covid-19, Jean-Dominique Michel. Alors, donc, parlons un peu de la mécanique, évidemment. Encore une fois, je renvoie au livre et je recommande ce livre parce qu'il est bourré de faits, il est bourré d'observations, il est bourré de citations et de citations qu'on peut sourcer, qui sont sourcées et qu'on peut vérifier, évidemment. Donc, il y a eu, vous l'avez dit, une espèce de préparation. Et puis, à un moment donné, donc, coup de tonnerre dans un ciel peut-être pas tellement serein, mais quand même, ça commence à Wuhan en Chine. Rappelez-vous, pangolin et chauve-souris, quand même, c'était pas mal, pangolin et chauve-souris, c'était assez joli. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin quand même. Et puis il y a eu tout le reste. Et quand même, est-ce que c'est la première fois, à votre connaissance, à notre connaissance, que ce phénomène est planétaire ? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une espèce de, je ne parle pas des guerres, hein, des pandémies à l'échelle planétaire? Alors non, historiquement, il y en a déjà eu un certain nombre. Il y a eu aussi la fameuse répétition générale de 2009 avec la grippe H1N1, et dont on voit en comparant les motifs que c'était vraiment une répétition générale. Ça s'est éteint assez vite. Par contre, ça a permis d'identifier tout ce qui avait dysfonctionné. Mais pourquoi les gens n'y ont pas cru? Pardon, Jean-Dominique Michel, H1N1, on se rappelle, on était là. Oui. Les gens n'y ont pas cru. Les gens ne sont pas allés se faire vacciner. Les gens, et ça a été étouffé parce que voilà, il y a eu c'était Roselyne Bachelot, il y a eu des centaines de millions de vaccins qui sont restés comme ça. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ça a marché? C'est qu'on est parvenu à entretenir la terreur, et je rappelle qu'en Angleterre et en Allemagne, mais ça sera la même chose en France, des groupes de scientifiques ont témoigné avoir reçu du gouvernement le mandat de trouver les verbalisations les plus paniquantes pour la population, qui ne respectaient plus du tout la réalité épidémiologique. Donc des gens comme Laurent Toubiana, dont c'est le métier, n'ont cessé de rappeler, et doucement, c'est comme la grippe annuelle, ni plus ni moins, et même un peu moins, donc il n'y a aucune raison de paniquer. Mais au fond, et ça a été tout mon questionnement, donc on a mis complètement en échec les bonnes réponses sanitaires. Ça, c'est acquis, c'est mon premier livre. Après, comment est-ce que ça a pu se produire ? Et en fait, on voit deux motifs principaux. D'abord, c'est que les personnes en charge de la santé ont fait n'importe quoi. D'où les interpellations de Raoult et Perron qui leur rappelaient, mais c'est pas du tout comme ça qu'on gère une épidémie. Mais après, dans une situation comme ça, où il y a une erreur ou un problème qui se pose, vous avez les médias qui interviennent en disant « Qu'en est-il ?» Ouvrons le débat sur ces questions, et puis vous avez la classe politique qui dit il faut un débat politique autour de ce qu'on est en train de faire.
Et tout ça a été annihilé par une réponse militaire d'une part, conseil militaire à l'Élysée, secret défense, et puis par une militarisation de l'information. C'est-à-dire que l'entier de l'écosystème médiatique a agi comme un instrument de propagande au service de la dérive totalitaire, en interdisant qu'il y ait un débat ou des questionnements. Y compris au niveau universitaire. Donc moi qui ai quand même traîné mes guêtres là-bas, je trouve extraordinaire qu'à partir du mois de mars 2020, on dit le débat est interdit, toute personne qui n'est pas d'accord avec les autorités est un dangereux séditieux qu'il faut mettre hors état de nuire et éventuellement licencier pour qu'il ne puisse pas continuer à parler. Enfin, qui d'entre nous aurait pu imaginer ça en 2019 ? Mais c'est littéralement ce qui a été mis en œuvre. Alors, ce que je documente dans le livre, c'est comment tout ça n'est pas sorti de nulle part. Ça a été très soigneusement préparé. Ça a été une opération militaire à l'échelle de l'Occident. Il y a eu des répétitions générales, comme on l'a vu. Ouais. Et donc, le jour venu, tout le monde était prêt en ordre de marge. Et il y a un rideau de fer qui est tombé sur l'Occident, à laquelle, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas. Et c'est donc tout cette... un blitzkrieg. Décryptage. Carrément, exactement. Un blitzkrieg, mais très, très couronné de succès. Organisé, oui, c'est ça, couronné de succès. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait, par exemple, que les médecins, pas tous, c'est-à-dire les médecins et certains, quand on leur a dit, écoutez, vous n'allez pas vous occuper des malades, vous restez chez vous avec de Doliprane, et puis si ça va pas, appelez le 15, et puis allez à l'hôpital. Qu'est-ce qui a fait cette sidération, et vous en parlez, comment c'est fabriqué, cette sidération d'abord du public, mais même des gens, d'un certain nombre de médecins, de spécialistes, de gens quand même qui réagissent, qu'est-ce qui a fait cette sidération ? Alors sur les médecins, je pense que c'est vraiment l'état de terreur, parce que, de nouveau, posons les faits. En dessous de 70 ans, en bonne santé, vous n'avez jamais rien risqué d'autre que n'importe quelle autre année. Mais, souvenez-vous... En dessous de 70 ans, pas de... Ah oui. Même 60 ans, ça change rien. Oui. Mais quand la vague est arrivée de Chine, puis en Italie, où nous a montré des scènes apocalyptiques, tout le monde, chacun d'entre nous, du fait du matraquage médiatique, croyait qu'on était en danger de mort. Bien Donc sûr. Quand le gouvernement a dit « et les médecins ?» on vous interdit de recevoir les gens, il y a eu en fait un énorme soulagement par rapport à la terreur dans laquelle ils étaient eux-mêmes, mais sans aucun objet, d'être à risque de mourir. Et puis une fois que vous avez pris les gens par une magouille comme celle-là, c'est très compliqué d'en sortir. Et là, on a vu ce renversement extraordinaire où l'Ordre des médecins en vient à condamner et suspendre des médecins qui ont soigné avec succès des patients qui en ont été satisfaits. Donc ceux-là, on les attaque. Par contre, on a le droit de laisser les patients crever ou de les achever à coups de Rivotril dans les EHPAD. Ça pose aucun problème. Et là, vous êtes dans un renversement de nature totalitaire, mais qui a existé aussi pour la presse. Moi, j'hallucine encore que vos confrères, André Berkoff, soient aujourd'hui encore tellement inaptes à se poser des questions. Il y a des nouvelles qui sortent de partout. Il y a l'exemple de la Suède. Je prends juste un exemple. Bruno Le Maire se glorifie d'avoir sauvé l'économie française, mais c'est juste dégueulasse de dire une chose pareille. Pourquoi ? Et moi, je l'ai vu arriver. Donc j'étais très inquiet parce que toutes les mesures qui ont été prises allaient flinguer l'économie réelle. Et on voit aujourd'hui que les faillites explosent. Les gérants de boutiques, de commerces, de restaurants, les petites et moyennes entreprises, il y a un effondrement de l'économie réelle. C'était parfaitement prévisible et c'était la conséquence du fait qu'on a fait n'importe quoi. En Suède, ils n'ont pas imposé nos mesures, l'économie suédoise n'a pas été torpillée. Donc c'était délibéré, c'était probablement intentionnel, c'était un produit de ce qui a été fait, et maintenant il vient se dédouaner en disant qu'il a sauvé l'économie française. Non, mais c'est juste immonde, et malheureusement ce que les recherches que j'ai faites tendent à montrer, c'est qu'il y a eu une intention délibérée de torpiller les économies européennes. Ça va, enfin, est-ce que Bruno Le Maire est suicidaire quand même à ce point? Ça paraît étrange, pardon. Il n'est pas suicidaire, vu que de toute manière, il est à l'abri de tout reproche, quoi qu'il ait fait. Non mais écoutez, André, revenons sur le modèle, si vous voulez. Ouais. Je pique cette idée à Fred Stalder. Vous faites des modélisations qui prédisent une apocalypse épouvantable. Monsieur Ferguson de l'Imperial College de Londres. Vous faites n'importe quoi... Ouais. Et vous dites, vous voyez, c'est parce qu'on a fait n'importe quoi qu'il n'y a pas eu d'hécatombe. Non, mais on est à ce degré de crapulerie, de fausseté, de fraude. Et effectivement, alors, je ramène une autre information, on en fera ce qu'on peut, mais Yves Pozzo di Borgo, que vous connaissez, qui est ancien sénateur, UDI, vient de tweeter qu'il avait eu des entretiens au plus haut niveau avec des responsables de l'administration américaine qui ont confirmé qu'Emmanuel Macron
est l'instrument pour détruire les économies d'Europe. Mais ça ce sont des hypothèses, hein, non, franchement. il dit, c'est un témoignage d'un ancien sénateur qui dit « je me suis entretenu avec », et ce qui est intéressant, c'est que ça recoupe ce que disait Klaus Schwab. Souvenez-vous, il l'a dit. Emmanuel Macron est notre homme, c'est lui qui va mettre le changement qu'on veut en œuvre en Europe, et tout le monde le suivra. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas juste le fruit du hasard ou de la maladresse. Juste un mot, Jean-Dominique Michel, moi je dirais que, mais vous savez, je me méfie des témoignages de seconde main, c'est pas pour défendre Emmanuel Macron, hein, et sûrement pas, mais et surtout je dirais simplement à la décharge d'un certain nombre de gens, il y a des journalistes qui font leur boulot. Il y en a peut-être pas une majorité, mais je peux vous dire qu'il y a des gens, ici ailleurs, hein, je ne parle pas que de la France, qui font leur boulot, et heureusement, mais c'est vrai que nous, encore une fois, comme vous le savez, on a question à tout, et on invite effectivement toutes les opinions, c'est très important. On va continuer d'en parler avec vous au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 14h avec Jean-Dominique Michel et vous évidemment sur la page Facebook aussi de Sud Radio, on essaie de prendre tous vos messages. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-Dominique Michel, la fabrication du désastre. Et l'anthropologue suisse, c'est le mécano de la Générale. Il est en train de vous expliquer un peu comment ça marche, les rouages, etc. Et dans ces rouages, il y a eu quelqu'un qui a joué un rôle non négligeable. Jean-Dominique Michel, vous en parlez dans votre livre. C'est Neil Ferguson, le modéliste de l'Imperial College de London, donc anglais. Et je crois c'est lui qui a sonné le tocsin d'une manière assez spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, il le fait de manière répétitive, mais la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on fasse encore confiance à ce type ? Il se trompe à chaque fois, par contre, toujours dans le même sens, qui est de faire des prévisions apocalyptiques. Vincent Pavant, qui est mathématicien-chercheur, a montré que ce modèle est bidon. Donc il ne peut pas donner une indication sur quoi que ce soit, mais à chaque fois, on va lui demander son oracle pour pouvoir dire, si on ne fait rien, il y aura 500 000 morts en France. Et je rappelle de nouveau, la Suède n'a rien fait, a eu des bien meilleurs résultats qu'en France, donc il n'y aurait jamais eu 500 000 morts en France. Et c'est ce qui permet de justifier tout le reste. Et donc, tant que ça marche et que malheureusement la population reste crédule par rapport à ça et que les médias ne font pas leur travail, on continue d'aller voir Monsieur Ferguson, qui accessoirement est financé massivement par les fondations Bill et Melinda Gates, mais également par le Parti communiste chinois, car l'Imperial College de Londres est le principal partenaire académique du Parti communiste chinois en Europe. Mais si je comprends bien, il a les mêmes sponsors et riches sponsors que l'Organisation mondiale de la santé. Oui, exactement. Gates, c'est les Chinois. Exactement. Et dans la translation des bonnes pratiques aux mauvaises, on a vu effectivement que c'est ce que la Chine a appliqué dès les premières semaines de manière totalement déraisonnable, qui a été très rapidement repris par l'OMS en disant « Ah, mais c'est très bien ce qu'ils font les Chinois ». Et on sait que Tedros ne serait jamais, le directeur général de l'OMS, ne serait jamais à la place qu'il occupe sans avoir eu le blanc-seing de la Chine. Donc on voit effectivement une collusion très troublante entre l'hypercapitalisme américain complètement débridé et qui utilise maintenant le prétexte de la philanthropie, en fait, pour corrompre l'entier du système. Vous savez comme moi que les fondations Gates déversent des torrents d'argent sur les hôpitaux, les sociétés médicales, le système de santé, les médias, les politiques. Il dit à l'Élysée quand il veut. Comme Big Pharma. Comme Big Pharma. Et puis le Parti communiste chinois, mais dont on sent qu'il y a une attirance vers ce modèle. Klaus Schwab a souvent dit qu'il trouvait le modèle chinois admirable. Je suis pas sûr que les populations d'Europe trouvent que ce modèle est si admirable que ça, mais ceux qui se targuent de décider à notre place ont l'air de trouver ça très bien. Mais Jean-Dominique Michel, vous connaissez l'adage qui ne date pas d'hier. Le communisme, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est le contraire. Oui. Donc, et aussi Bernie Sanders qui rappelait qu'aujourd'hui, c'est capitalisme pour les pauvres et socialisme pour les riches, parce qu'on est dans un système de capitalisme de connivence. En fait, ça n'est plus du tout une société libérale de libre entreprise. Il y a des grands groupes mafieux qui s'associent aux États. Et la définition de Mussolini du fascisme, c'était la fusion entre l'État et les grandes entreprises. Donc en fait, on est dans un modèle fasciste aujourd'hui.
Alors, on brandit Intéressant. l'extrême droite comme si c'était ça l'épouvantail dont il fallait se méfier, mais le vrai fascisme, donc ces partenariats publics-privés qui vendent nos États à des intérêts privés, sont mis en œuvre par des partis comme tous ceux au centre de l'échiquier politique. Et alors justement, pour revenir à cette mécanique du désastre, cette fabrication du désastre dont vous parlez, donc qui a bien marché d'ailleurs, en fait, il faut Très bien efficace. dire, quoi, ça a été d'une efficacité redoutable. Et qu'est-ce qui a fait justement que il y a eu, vous parlez toujours de la Suède, mais effectivement en Afrique et ailleurs, ça n'a pas marché de la même façon. Non, ça n'a pas marché de la même façon. Et là, c'est quand même un retour de manivelle assez savoureux sur le plan de l'histoire, où les Africains se sont bidonnés. Quand on a commencé à raconter que l'hydroxychloroquine, qu'on consomme par des milliards de doses sans aucun danger, tuait les gens qui en prenaient à hauteur de 10%, mais il y a eu un éclat de rire à travers toute l'Afrique en se disant, mais comment est-ce que les Occidentaux, on peut devenir aussi cons pour parler français ? Donc, c'est un joli retour de manivelle, mais je pense aussi qu'il faut mettre ça en relation avec le fait que les seuls marchés vraiment intéressants pour les grands prédateurs, c'est les marchés riches, c'est pas les marchés plus pauvres, et que c'est effectivement à cet endroit-là qu'ils ont focalisé leurs efforts. Mais aussi, justement, on voit très 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 bien que, encore une fois, on parlait de ce qui se passe actuellement à la Chambre des représentants des États-Unis, avec et justement, parlons un peu de Fauci. Puisqu'on a évoqué Fauci. Qui est Fauci? Parce que c'est intéressant, c'était Monsieur Santé américain. Quel rôle a-t-il joué depuis longtemps Depuis très longtemps. Alors, je recommande aux lecteurs qui voudraient creuser le livre de Robert Kennedy Jr., qui a été traduit en français et qui décrit l'activité d'Anthony Fauci, qui est un personnage, mais terrifiant. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait carrément. plus de 40 ans qu'il est en charge du système américain et il l'a complètement ouvert à la corruption. Et notamment dans un système où les employés des agences de santé gouvernementales qui donnent des autorisations pour des médicaments touchent des commissions sur les ventes des médicaments qu'ils ont autorisés. Il y a plus de 900 millions de dollars qui ont été déversés sur les fonctionnaires d'État qui sont censés être neutres et indépendants. Et Fauci, ils sont censés juger et jauger ces médicaments. Donc lui, c'est le corrupteur en chef. Il faut savoir de surcroît, et tout ça est documenté, évidemment, qu'en l'an 2000, Bill Gates, qui avait une très mauvaise réputation, mais beaucoup d'argent, a cherché à faire un blanchiment de réputation, comme les Rockefeller l'avaient fait auparavant. Et donc, il s'est intéressé à la philanthropie, et il allait voir Anthony Fauci en disant, on fait un deal. Toi, tu m'ouvres la santé mondiale étant donné l'influence que tu as, et puis moi, je mets les milliards à disposition pour qu'on puisse faire, en fait, un hold-up sur la santé mondiale. Aujourd'hui, l'OMS n'est plus dirigée par les États. Ce sont les intérêts privés qui les financent, qui les ont. Donc ça, c'est le premier élément avec Fauci, c'est que c'est vraiment un corrompu de la pire espèce, mais ça va beaucoup plus loin. Et là encore, c'est documenté, c'est un type qui a fait faire des recherches médicales hyper dangereuses dans des orphelinats new-yorkais à l'époque du sida. On a retrouvé des charniers avec plus de 80 enfants morts. On est sûr de ça? Oui, on est sûr de ça. C'est archi documenté. Tout est dans le livre de Kennedy. Ouais, il a fait des recherches pour quel but? Alors toujours, vous voyez, et d'ailleurs, une représentante a sorti des images terrifiantes de Beagle. Des autres expériences qu'il a financées, c'est sur des chiens qui étaient ligotés avec la tête dans un bocal et des mouches carnivores qui dévoraient leur tête jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça n'a rien à voir avec la science. C'est du sadisme à l'état pur. Et en l'occurrence, fait macabre en ce qui concerne ces enfants, quand ils avaient 5 ans, quand ils essayaient de se défendre des médicaments qu'on leur donnait, on leur mettait des sondes gastriques pour qu'ils continuent à les recevoir jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc voilà qui est Anthony Fauci. On est dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la normalité psychologique. Et il dit, je suis la science, dit-il. Exactement. Je suis scientifique et je suis la science. Et seul quelqu'un de fou et de mégalomane à ce point peut dire une chose pareille. Parce que tout vrai scientifique dit, je suis un scientifique qui essaye de bien faire son boulot, mais... Mais je doute, mais je me pose des questions, etc. etc. Oui. Alors, Fauci a été trituré sur le grill des représentants. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, on sent que toute la muraille de l'omerta et du mensonge est en train de se lézarder de plein de manières. Tout sort. Et en fait, Fauci, là encore, je le documente, il a ourdi 15 conspirations depuis le début du Covid. 15 conspirations. 15. Par exemple, quand tout d'un coup, l'information a circulé parmi les virologistes que l'hypothèse la plus probable était qu'il avait été créé dans le laboratoire de Wuhan,
Il a soudoyé des scientifiques pour publier des tribunes dans les plus grandes revues médicales disant qu'il était complotiste d'envisager une chose pareille. Et il a tout organisé. Il a organisé le torpillage de l'hydroxychloroquine, il a organisé les mensonges sur les masques et les verrouillements, il a organisé les mensonges... distance sociale. La distance sociale. Et il l'avoue lui-même. Et maintenant, il dit, oui, le la distance reconnaît. sociale, c'était peut-être pas nécessaire, etc. Oui, absolument. Ouais. Donc voilà, c'est massif ce qui potentiellement est en train de sortir. La question, est-ce que c'est juste une écume parce qu'on ne peut pas préserver le mensonge comme ça, ou est-ce qu'on va vraiment aller au bout des choses? Autre information en provenance d'Angleterre hier, pour la première fois dans la presse mainstream de Télégraphe, la question de la surmortalité très inquiétante qu'on observe depuis 2021, donc après la fin de l'épidémie dangereuse, le Télégraphe a admis que l'hypothèse qu'il fallait maintenant envisager, c'est que ça puisse être lié aux campagnes d'injection génique expérimentale. On n'a pas de démonstration, mais en tout cas, il y a un signal suffisamment alarmant pour qu'on ne puisse pas ne pas s'y intéresser. Non, mais en tout cas, c'est comme on dit, c'est une sonnerie d'alarme. C'est une sonnerie d'alarme assez forte, quoi. C'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que, alors, au-delà de cela, Jean-Dominique Michel, parce que vous racontez un peu tout ce qui s'est passé, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on on est toujours en train de dire que demain, parce que rien n'est réglé, le cas de l'opacité vous savez, des SMS entre Ursula von der Leyen et Bourla. Mais moi, j'aimerais avoir votre avis, d'anthropologue aussi, sur ça. Moi, une des choses qui m'a le plus, on en a parlé longuement, mais qui m'a le plus assis récemment, c'est quand le Parlement européen a été amené à voter sur la transparence des contrats. L'amendement sur la transparence, ça c'est quelque chose qui m'a... Attends, qui n'a pas envie de savoir, quand vous achetez une voiture, une maison, eh bien, vous réglez les contrats, vous espérez que tout est dit. Là, sur les contrats donc de la Commission européenne, qui avait le monopole d'engager, par les États, d'engager pour 40-70 milliards, oui. La majorité du Parlement européen a voté contre la transparence et contre le fait de savoir ce qu'il y avait dans les... ça dit quoi, ça, dans les contrats? On voit le pendant avec le fait que la modératrice européenne n'a cessé d'enjoindre la presse d'enquêter là-dessus. Elle a dit, voilà, il y a vraiment un énorme problème. Presse, faites votre travail, parlez de cette situation. On a les rapports qui montrent que rien n'a été fait selon les procédures et notamment les prérogatives de la Commission, et la presse n'a pas bougé. Et la presse internationale, oui. Oui. Ça, oui. Et ce que je montre aussi dans le livre, c'est que tout l'écosystème de la presse est aujourd'hui captif de cette logique-là, au point évidemment de ne plus du tout faire son travail et donc de participer activement à la désinformation de la population. Je donne peut-être juste un exemple. Oui. Il y a quelques jours, Le Figaro, qui se targue d'avoir 500 journalistes dans son équipe, bravo, a sorti une nouvelle en disant « Ah, vous savez, en fait, en avril 2022, il y avait un plan de paix qui avait été négocié entre les Russes et les Ukrainiens, qui était à bout touchant, et l'OTAN l'a torpillé. » Alors, en même temps, Le Figaro, on peut les féliciter, c'est les seuls qui en parlent. Mais ils ont mis 1 année et demie à se réveiller. Nous, ça fait 1 année et demie qu'on le dit. Parce qu'on écoute des vrais experts, comme Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse, qui avait travaillé en Ukraine, qui nous le dit depuis 1 année et demie. Donc vous voyez, ça veut dire que la presse ne fait plus son travail. Alors pas sur des sujets secondaires ou anodins, mais sur les grands sujets, ça n'est plus qu'une machine de propagande. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que des journaux cultes, des journaux légendaires, comme le New York Times, rappelez-vous de Watergate, etc., que même le New York Times ou le Washington Post ou beaucoup d'autres n'ont pas fait aussi leur travail de ce point de vue-là. En tout cas, ne l'ont pas fait jusqu'au bout. Mais alors, bon, il y a la presse, mais attendez, il y a aussi quand même les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, qui apportent des informations contradictoires. Ah, mais de peine et de misère, André. Parce que souvenez-vous de la censure qui a sévi. Moi, j'ai été suspendu X fois sur Facebook pour avoir publié des articles scientifiques authentiques. Et la censure tombait. Et en fait, il était suspendu à chaque fois. Oui, absolument. Et si Elon Musk n'avait pas racheté X, il n'y aurait plus aucun espace. Et ce que je montre dans le livre également, c'est que ça fait partie du plan qui est implémenté depuis 25 ans. Et notamment au cours des 10 dernières années, il y a eu des répétitions générales chaque année avec Bill Gates, Anthony Fauci, l'OMS, l'OEF, etc. pour simuler une pandémie. Dire qu'il fallait verrouiller les sociétés jusqu'à ce qu'un vaccin arrive,
Donc tout le scénario était prévu d'avance, mais aussi intégrant le fait qu'il allait y avoir de la désinformation pour faire croire que ça n'était pas la bonne réponse, et donc concevant toutes les stratégies de lutte contre la désinformation. Peut-être juste 2 exemples encore. Oui, allez-y. Quand les gens veulent se renseigner, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google ou sur Wikipédia. Ouais. Google est une création de la CIA. Wikipédia est un instrument de la CIA. Un des fondateurs a démissionné avec perte et fracas, et les deux participent à la propagande. Donc sur Wikipédia, vous en savez quelque chose, vu que vous avez eu droit au traitement de faveur. Conspirationniste. Mais ce qu'il faut savoir aussi sur Google, alors je donne une petite anecdote, parce que évidemment que j'ai été chercher plus de 1000 références, et il y en a dont je me souvenais, mais que je n'avais pas enregistrées. Donc j'ai utilisé Google pour les retrouver, elles avaient disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google met dans les résultats de recherche ce qui arrange ceux qui manipulent l'information, et il laisse de côté, j'en ai un exemple très clair, le portable de Hunter Biden, le fils du président américain, c'est pas juste des affaires de cul et de cocaïne, il y a de la collusion avec les groupes mafieux en Ukraine, en Amérique du Sud, c'est très lourd. Et en Chine. Et en Chine, eh bien, quand je suis allé dans ma recherche en janvier, février, voir sur Google, tous les titres qui arrivaient en avance, il n'y a aucune certitude, c'est probablement une manipulation russe, ce sont les Trumpistes qui disent ça. Par contre, quelle est la conséquence? C'est que le citoyen honnête, qui dit je vais aller voir si ce que M. Michel tient la route ou pas, qui va sur Google, il est complètement pris dans l'écosystème de la propagande. Oui, avec les algorithmes qui choisissent ce qui va monter ou pas, c'est clair. Moi, je peux vous dire une chose, enfin je le dis, mais nous avons été ici sur Sud Radio dans mon émission. Il y a 3 ans, nous avons parlé du portable de Hunter Biden. Il y a 3 ans. On n'a pas été très répercuté ni suivi. C'est quand même intéressant. Hein. On va peut-être faire une petite pause, une dernière petite pause, et puis on écoutera les auditeurs de Sud Radio. Évidemment, puisque ça rappelle au standard, on sera avec Richard dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec Jean-Dominique Michel pour son livre La fabrication du désastre, et avec Richard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour. J'avais une question en fait. Pourquoi n'y a-t-il pas une commission d'enquête sur les 16% de surmortalité pour les jeunes femmes de 15 à 35 ans en 2022 Et c'est les chiffres de l'INSEE, hein, donc j'ai sorti ça. Ouais. Et le rédacteur de l'INSEE fait un commentaire en disant bon, il écarte le vaccin, il arrive à noter ça, mais tel que c'est tourné, comme il n'y a aucune autre explication, en fait, si on le lit. Il nous dit que ça peut être que le vaccin, quoi. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas de commission d'enquête avec une telle augmentation, c'est 16% d'augmentation de la mortalité des jeunes femmes, 15-35. Richard, tout à fait. Vous voyez pourquoi? Alors, Jean-Dominique Michel, ça mériterait une commission d'enquête, ça, c'est une trahison de la part de la classe parlementaire de désintérêt de la population. Donc, souvenons-nous, en 2020, il n'y avait pas une mortalité particulièrement effrayante. On a bloqué la société tout entière et on a torturé des catégories très vulnérables de la population, comme les personnes âgées ou les enfants. En 2021, en suspendant les soignants aussi. En plus. Et je rappelle que les députés n'avaient pas obligation de vacciner. Exactement. Pour rappeler ça, c'est très important. C'est-à-dire, au fond, si le vaccin était fait, je comprends, et moi je me suis fait vacciner au départ, c'est clair. Donc il fallait que tout le monde soit vacciné, et nos députés, le représentant d'abord. Non, pas du tout. Eux, ils étaient dans la vaccination, quoi. Et donc 2021, 2022, 2023, on voit une très forte surmortalité, comme le dit ce monsieur, inexpliquée. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent, qui ne devraient pas mourir. Les députés, et alors on meurt tous un jour. Où est le problème? C'est absolument scandaleux. Et effectivement, alors on manque des outils en tant que peuple pour dire à nos représentants, mais bon sang, qu'est-ce que vous fichez? On a Alain qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Alain. Alain, bonjour.
Oui, bonjour, merci de me laisser la parole. J'aime beaucoup vous entendre, ça fait beaucoup de bien pour la liberté de ce pays. Juste précisément, j'ai un point parce que personne dans les médias, mis à part vous, n'en a parlé. Pourquoi en pleine pandémie, on pouvait pas plus sortir de notre appartement, tout le monde était licencié, etc., etc. C'était vraiment une guerre terrible. Pourquoi pendant ce temps-là, le Premier ministre Édouard Philippe, il a dû manger son chapeau, laisser rentrer, ou on lui a dit de le faire, 400 touristes chinois par jour à Roissy. Comment veut-on terminer une pandémie quand on fait rentrer autant de gens qui viennent de l'origine de la pandémie? Voilà, j'arrête, j'en peux plus, je suis tellement en colère. Jean-Dominique. Oui, c'est cette incohérence permanente dans les mesures. Donc on fait tout et n'importe quoi, on fait tout et son contraire, on dit tout et son contraire. Votre cher ami Olivier Véran a proféré un nombre de mensonges, mais incalculables. C'est juste absolument phénoménal. Et comme pour Bruno Le Maire, qui va mettre l'économie russe à genoux, qui sauve l'économie française, il n'y a jamais aucune sanction, parce que ces gens n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas de culpabilité, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de sens de l'intérêt public. Donc on est vraiment dans un effondrement, dans un naufrage de la responsabilité publique. Et malheureusement, nous n'avons pour l'instant pas de remède à cela, si ce n'est que tôt ou tard, les choses finissent par sortir au grand jour et qu'il y a beaucoup de choses qui fourmillent dans beaucoup de pays. Mais je comprends très très bien la frustration et même il y a une forme de détresse, de désespérance d'être face à une incohérence aussi violente. C'est là où moi je cherche à mettre des mots et des perspectives pour que les gens puissent dire oui, j'ai raison de ressentir ça, non, ça n'est pas normal, oui, il va falloir que cela change, et puis il y aura un chemin à trouver tôt ou tard. Ouais, et un chemin à trouver est très important et urgent, je dirais, parce qu'il n'y a pas, il y a aussi l'impunité. Il y a irresponsabilité et impunité qui marchent ensemble, hein, sur deux jambes. Ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est vraiment que on ne puisse plus au fond, on a perdu ses repères. Je veux dire, et ça, c'est pas possible. C'est Je crois que une chose simplement, Jean-Dominique Michel, je voudrais qu'on termine là-dessus. À votre avis, la prise de conscience, il y a vos livres, il y a un certain nombre encore une fois, de textes, de journalistes, de parlementaires. La preuve, les parlementaires américains, un peu partout, les gens se réveillent, les gens ont la parole. Est-ce qu'à votre avis, vous sentez quand même que il y a une prise de conscience qui est en train d'arriver? Très forte. Parce que les gens se rendent bien compte qu'il y avait plein de choses qui ne jouaient pas, mais ils avaient toujours l'hypothèse de la maladresse ou de la bêtise à disposition. Et les choses s'accumulant, et notamment ce côté forcené dans le mensonge, parce que quand on s'est trompé de bonne foi, même si on a été très maladroit, il y a un moment donné où on dit oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait. Et il n'y a rien de cet ordre. Et il n'y a pas d'autocritique. Il y a même la perpétuation du mensonge. La commission parlementaire vient de redire la vaccination a permis de sauver 160 000 vies en France. C'est complètement sans objet. C'est une hypothèse où vous dites le vaccin sauve des vies, donc on a tant de population, donc ça a sauvé tant de vies. Ou alors on dit le vaccin tue, c'est aussi une hypothèse. C'est hypothèse contre hypothèse. Là, la surmortalité semble en tout cas suggérer qu'il n'a pas eu un effet si bénéfique que ça. Mais c'est à valider. Et moi, tout ce que je réclame, alors j'apporte énormément d'éléments, mais moi je suis ravi qu'on conteste ce que j'apporte. Je demande simplement qu'on se penche sur les questions qui se posent, qu'on le fasse honnêtement, qu'on le fasse ouvertement. Et je crois que c'est une revendication sur laquelle toute personne honnête et de bonne foi pourrait se retrouver. Voilà pourquoi lisez le livre de Jean-Dominique Michel, La fabrication du désastre. Merci Jean-Dominique Michel d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sur Sud Radio avec André Berkoff. On parlera évidemment du 80e anniversaire du débarquement. Avec vous, chers auditeurs, 0826 300 300. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.